Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Allez, bonjour à tous. Bien souvent, la complexité des situations tiennent davantage à la relation à soi, aux autres, à l'environnement, à nos modes de pensée, à nos représentations et à la situation plutôt qu'au sujet lui-même. Nous avons tous déjà observé un projet compliqué, mieux appréhendé par une équipe relationnellement mature que par une équipe qui connaît des difficultés interactionnelles. Alors, comment éviter les pièges relationnels au quotidien dans un monde qui se polarise ? Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Julien Rouet, consultant, coach professionnel et co-auteur du petit traité des relations humaines. Salut Julien et bienvenue dans cette bubble de Tipping Point. Bonjour Romain, bonjour Lucie. Avec ce livre, Frédéric, donc c'est Frédéric Demarquet et toi, tentez de rendre accessible l'approche systémique des relations humaines. Julien, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour l'invitation déjà. Alors, d'un point de vue professionnel, moi, j'ai plusieurs activités qui sont à peu près toutes drivées par la même chose, qui est l'idée d'essayer de rendre mes clients, les gens que j'accompagne, acteurs de leur vie, d'agir plutôt que de subir. Donc, c'est d'essayer de mettre de la stratégie dans leur vie, dans leur quotidien. Et donc, c'est aussi l'idée du livre, permettre de donner des clés pour donner de la stratégie. Moi, j'interviens principalement sur deux grandes thématiques qui sont la première que j'appellerais, on va dire, la stratégie personnelle, donc sur toutes les thématiques de relations, communication, leadership, gestion du temps, gestion des émotions, management, etc. Et la stratégie plutôt business, dans lequel on parle plutôt de business model, d'innovation, d'organisation et de réflexion stratégique en général. Comment ça se concrétise au quotidien ? Donc moi, je fais beaucoup d'accompagnement individuel auprès de managers, de dirigeants, d'entrepreneurs. Je fais aussi des accompagnements d'équipes avec des équipes et des comités de direction notamment. Je fais aussi des formations et le dernier format que j'utilise, c'est le format de conférence dans lequel j'interviens pas mal en entreprise sur des thèmes et notamment les thèmes du livre qui sont les thèmes relationnels. Donc moi, j'ai pas toujours fait ça, puisque ça fait à peu près 6 ans que je fais cette activité. Et mon parcours, on va dire que c'est un parcours assez classique d'école de commerce. J'ai travaillé une 12aine d'années en immobilier d'entreprise. Donc moi, j'ai adoré travailler en immobilier d'entreprise parce que c'est toujours assez chouette de voir des idées de projets se concrétiser et puis de construire la ville. J'avais des activités assez chouettes et très très variées. Je gérais pas mal de projets. Plusieurs millions d'euros généralement de projets. Puis à un moment, avec tout un tas d'événements, mais je crois que l'idée principale, c'est que j'en avais à peu près fait le tour. En tout cas, je pourrais certainement progresser encore, mais j'avais fait le tour pour moi. J'ai décidé de me réorienter vers mon activité aujourd'hui, donc qui est beaucoup plus sur l'activité autour de la relation notamment. Et puis d'un point de vue, on va dire personnel, j'ai 41 ans, j'habite à Paris depuis 20 ans maintenant et je suis breton d'origine. Et j'ai 3 enfants, j'ai 2 grandes filles qui ont 9 et 13 ans et depuis 1 mois maintenant, j'ai un petit garçon qui est venu nous rejoindre. Et j'aime souvent bien parler des enfants parce que notamment quand on parle d'entreprise, quand on parle de management, il y a pas mal de liens qu'on peut faire dans la sphère personnelle. Donc souvent, j'en fais pas mal. Donc si j'en fais en tout cas dans l'épisode, vous verrez pourquoi avec mes enfants. Bon, ça va, t'as pas l'air trop fatigué, Julien, pour encore un de nouveau. C'est une façade, j'avoue que c'est un peu dur. Comment t'es passé de ce monde de l'immobilier au monde du coaching ? Ça a été quoi la passerelle et le déclencheur ?
Alors, c'est une passerelle qui s'est faite dans le temps, et les étapes, c'est plutôt voilà. Quand j'ai eu 22 ans, j'ai fait une année de césure à New York, où j'ai passé une super année. Et puis c'était une période dans laquelle le développement personnel, en tout cas à l'américaine, sur lequel je suis revenu maintenant, mais a été en plein essor. Et donc j'ai commencé à lire pas mal de livres là-dessus. Je me suis même passionné par le fait de lire des livres sur le développement personnel. Toujours encore une fois dans cette idée de comment est-ce que je peux agir plutôt que de subir et faire quelque chose sur mon quotidien. Et puis à un moment je me suis dit, donc j'étais rentré en France depuis déjà quelques temps. Je me suis dit c'est sympa de lire des livres, mais c'est encore mieux de se mettre en action pour de vrai. Et donc là j'ai contacté un coach en me disant voilà, on va essayer de travailler sur des vrais sujets, vraiment avec quelqu'un, parce que finalement lire des livres c'est chouette, mais ce qui compte c'est vraiment la mise en action. Et puis c'est une personne qui est devenue mon mentor depuis. J'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait, et puis à un moment je me suis dit tiens, ce qu'il est en train de faire là, ça a l'air vraiment sympa comme métier. Donc donc je me suis intéressé à ça. On a réorienté le coaching vers une éventuelle réorientation professionnelle. Il m'a pas mal aidé à me poser des questions, enfin toutes les questions qu'on se pose quand on change de vie, le fait de devenir indépendant, ce que ça veut dire aussi socialement, puisque quand on gère des gros projets immobiliers, on a une certaine image sociale, alors que quand on devient coach, et d'ailleurs on le voit, alors je le vois un petit peu moins, mais à un moment on arrive dans les dîners, on dit bon qu'est-ce que tu fais, et puis quand on dit qu'on est coach, il y a toujours quelqu'un qui lève les yeux au ciel, donc il y a un vrai challenge social. Et puis donc je me suis dit tiens, je vais me former au coaching. Je vais voir si ça me plaît. Si ça me plaît pas, c'est pas grave. Je vais continuer mon métier. Ça va m'aider dans mon management. Et si ça me plaît, on va voir ce qui se passe. Évidemment, ça m'a beaucoup plu. Et donc là, j'ai essayé de trouver un moyen de me lancer. J'ai fait un premier projet où je me suis associé pendant 5 ans avec un cabinet de chasse de tête qui était plutôt dans mon secteur de prédilection, qui est l'immobilier évidemment, qui m'a pas mal aidé à me lancer sur ce type d'activité. J'ai revendu mes parts il y a quasiment 1 an jour pour jour, et ça fait 1 an que j'agis tout seul sur ces activités, avec la brique stratégie d'entreprise et stratégie business qui est venue se rajouter, et puis une orientation un peu plus forte vers les dirigeants et vers les entrepreneurs. Donc voilà, donc c'était un chemin, on va dire, un peu plus long. Et l'autre élément qui m'a beaucoup titillé, c'est que je pense que depuis longtemps, j'ai voulu entreprendre. Je savais pas trop comment. J'ai même eu un petit projet de start-up pendant un moment qu'on n'a pas réussi à concrétiser. Donc ça me titillait jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me plaît bien. Et c'est vrai que dans le milieu immobilier, qui est un milieu qui est hyper intéressant, dans lequel il y a beaucoup d'intuitu personnel, dans lequel il y a beaucoup de relations humaines, je me suis dit que c'était un levier qui était assez intéressant et qui me plaisait beaucoup, et dans lequel a priori j'étais pas trop mauvais. Moi, justement, tu parles de relations humaines. Je pense que c'est le fil pour que tu puisses nous présenter ton livre. Quelle était l'intention avec laquelle tu as écrit? À qui est-ce que ce livre s'adresse? Julien, si tu veux bien nous faire une petite intro. Ouais, bien sûr. Alors, l'idée de démarrage, au fait, c'est que moi, il y a un sujet qui me touchait pas mal depuis quelques années, qui était la polarisation du monde. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Dans les réseaux sociaux, les repas de famille, en entreprise, c'est assez compliqué d'avoir des opinions grises, au fait. C'est toujours tout blanc ou toujours tout noir, et non seulement on peut pas avoir une opinion grise, mais on n'accepte pas trop qu'on ait une opinion grise. Et je trouve que ça, c'est un phénomène. Alors ça, c'est quelque chose de très empirique, c'est quelque chose que j'observe moi-même, mais c'est vrai que ça me touche beaucoup, parce que pour le coup, moi, je suis quelqu'un d'opinion très grise généralement, et j'ai du mal à avoir des opinions tranchées. Donc ça a été, c'était un peu dur pour moi. Et puis on peut prendre tous les sujets d'actualité, que ce soit les anciens sujets qui étaient les gilets jaunes, que ce soit les guerres qu'il y a
partout dans le monde, que ce soit le Covid, que ce soit voilà, on a vu plein de posts sur les sujets à éviter en famille. Ben, vous les prenez tous un par un, et puis voilà, vous avez la liste de tout ce qu'il faut pas aborder. Et je trouve que c'est un peu triste parce que je trouve que la richesse, elle se fait dans le côté gris et dans le fait de partager. Et surtout, je trouve que ça clive beaucoup les gens et que les gens ont du mal à discuter. D'ailleurs, on dit plus faites attention quand vous abordez tel ou tel sujet dans vos repas de famille à Noël. On dit plutôt surtout ne les abordez pas. Et donc moi je trouve ça un peu dur parce que ça éloigne beaucoup les gens. Il y a des statistiques même assez marrantes sur aux États-Unis. Je crois qu'il y a un tiers des démocrates qui pensent sincèrement que les républicains sont bêtes, et puis un tiers des républicains, je sais plus trop ce qu'ils pensent auprès des démocrates, mais donc ça fait vraiment, ça clive vraiment, et donc voilà, ça m'a beaucoup touché. Et donc du coup, et en plus, je trouve qu'on apprend toujours beaucoup plus avec les personnes qui pensent pas comme nous. Et ça, et du coup, j'ai trouvé un intérêt avec cette approche qui est la systémie, dont on pourra en parler, on pourra préciser un petit peu tout à l'heure ce que c'est, mais qui sous-tend un petit peu le livre. Et voilà, et on va dire que l'intention du livre, c'est ça, c'est d'essayer de partager quelques clés relationnelles qui sont intéressantes dans le terme de relation. Donc le pitch, c'est quoi? Le pitch du livre, c'est de se dire que finalement la relation est au centre de tout. Vous allez à la terrasse d'un café, vous entendez tout le monde parler de relations. Ma belle-mère a fait ci, mon boss a fait ça, j'ai pas réussi à faire ci, j'ai pas réussi à faire ça à cause de ci, à cause de ça. Donc on parle tout le temps de relations. Et à la fois c'est un vecteur, on va dire, qui est magnifique, parce que les plus grandes joies, les plus grandes réussites proviennent les plus souvent des relations, et en même temps les plus grandes déceptions aussi proviennent des relations. Et ce qui est un peu difficile avec la relation, c'est que souvent on la subit plutôt qu'on la maîtrise ou qu'on agit, et surtout elle est assez peu enseignée. Et du coup, ce qu'on a voulu faire avec Frédéric, c'est de se servir de la systémie, qui est un type d'approche, il y en a plein d'autres, qui est une approche qui est plutôt intellectuelle et pas très simple toujours. Et nous, on a essayé de la vulgariser pour la rendre accessible. Et l'idée, du coup, c'est d'en faire un guide accessible, un guide concret et pratique, dans lequel on met des tas de donc il y a évidemment un peu de théorie, il y a beaucoup d'exemples concrets de la vie quotidienne, que ce soit sur les sphères personnelles, professionnelles et sociétales. Et l'idée de ce livre, voilà, c'est de donner des grilles de lecture et permettre surtout à chacun de se positionner, parce que ça c'est important pour nous aussi, on n'est pas des donneurs de leçons. Notre idée avec ce livre, c'est à la fois de divertir, parce que j'aime à croire que c'est un livre qui est assez sympathique à lire, et surtout donner des clés pour se positionner, c'est-à-dire de se dire, voilà, dans cette relation, je comprends ce qui se passe, et est-ce que j'ai envie de changer, oui ou non, et puis nous, c'est pas à nous de décider si on souhaite changer ou faire évoluer la relation. Mais voilà, l'idée, c'est que vous puissiez repartir avec une vision peut-être plus claire de la relation, et puis quelques clés qui vont vous permettre de changer ou pas dans cette approche relationnelle, encore une fois, dans tous les niveaux. Est-ce que tu peux nous définir avec tes mots simples, du coup, la systémie, si c'est possible? Ouais, c'est possible. Alors, ça fait quelque temps que je m'entraîne, parce que c'est toujours un peu dur. La systémie, on peut définir ça comme, ça va être très original, mais la science des systèmes. Et l'idée, c'est de se dire que, notamment en relations humaines, un système, c'est un ensemble de personnes. Donc nous trois, nous sommes un système ensemble. Vous deux, vous êtes un système. Quand je vais chez mon boucher, c'est un système. Dans ma famille, c'est un système. Ma copropriété, c'est un système, etc. Et dans ce système, il y a tout un tas d'éléments, nous en l'occurrence, qui interagissons et qui impactons le système. Donc on va dire que c'est une forme d'équilibre. Ce système cherche un équilibre. Et l'idée, au fait, des approches systémiques, c'est que quand le système ne convient plus, lorsque il est plus en équilibre pour un des éléments, c'est d'essayer de trouver le tipping point, et ça va vous parler bien sûr, c'est-à-dire le petit élément qui va permettre au système d'évoluer et de faire changer ses règles de système pour arriver à quelque chose qui est satisfaisant. Je vais dire n'importe quoi. Vous êtes dans un comité de direction, ça c'est un cas que j'ai eu il y a pas très longtemps.
j'accompagnais un dirigeant, donc le CEO de la structure, qui était hyper peiné de voir que ses collaborateurs ne donnaient aucune idée pour tout ce qui est stratégie d'entreprise, organisation, etc. Donc le comité de direction, c'est le système. Chacun impacte le système. Et puis au fait, on s'est rendu compte que à force, en réfléchissant aux règles du système, que lui n'écoutait pas vraiment les opinions quand on les lui donnait. Donc généralement, il les évitait. Et donc son influence, à force de... Alors, ok, il demandait énormément les opinions, donnez-moi votre avis, mais que finalement, dans son comportement et dans la manière dont il agissait, il n'écoutait personne. Et puis, le reste du système, donc le reste des collaborateurs au comité de direction, se sont rendus compte de ça et puis finalement de donner de moins en moins d'avis. Donc, ça, c'est un système. Chacun impacte le système par ce qu'il est. Donc là, on arrivait à un système défectueux. Et finalement, comment on a résolu le sujet? On a cherché vraiment le plus petit élément qui va permettre de changer le système. Donc, ça n'a pas été de faire des grandes sessions de team building, ça n'a pas été faire des sessions de connaissance des uns des autres, etc. Ça a tout simplement été de travailler avec le dirigeant pour dire, la prochaine fois qu'il te propose quelque chose, prends-en d'abord 5%, puis 10%, puis 20%, puis 30%, apprends à échanger. Je crois que d'ailleurs, il a même au démarrage, on a commencé par même pas prendre les avis, mais déjà poser des questions sur les avis, donc déjà s'intéresser. Donc petit à petit, finalement, le dirigeant, en changeant son attitude, a permis aux autres de changer leur attitude également et d'arriver à un système, quelque chose d'équilibré pour eux. Donc voilà ce que c'est la systémique. On va dire que c'est un travail sur les équilibres des personnes. Et pour finir, nous-mêmes, on est aussi un système, nous avec nous-mêmes, entre notre intellect, ce qu'on ressent aussi et nos actions. Et on sait très bien que parfois... on pense et on ressent différemment. Vous prenez la parole en public, vous pensez que tout va aller et que ça va bien aller, sauf qu'au fond de vous, vous avez un petit peu mal au cœur et que ça vous fait un petit peu peur. L'idée, c'est de réaligner aussi ce système-là et de faire en sorte que ce que vous pensez, ce que vous faites et ce que vous ressentez puisse être aligné et arriver dans un système correct, en tout cas qui vous va bien. Parce que, dernier point sur la systémie, l'idée, c'est que c'est une approche, c'est pas un modèle. Donc, chaque système a ses règles particulières en fonction des gens particuliers qui composent ce système. Et donc, c'est pour ça que le livre non plus n'a pas de méthode toute faite. Et c'est ça que j'aime dans cette approche-là, c'est vraiment trouver ce qui va bien convenir au système particulier pour pouvoir le faire évoluer. Tu l'as dit, l'approche de la systémie, en fait, c'est quelque chose de très intellectuel. Moi, ma question, c'est et quid de l'approche corporelle, en fait? Parce que dans l'exemple que tu décrivais, tu dis le CEO était peiné. Donc là, on arrive plutôt dans le registre des émotions. Et donc, en fait, on redescend un peu de la tête plutôt vers le cœur et vers les tripes. Comment est-ce que cette systémie, en fait, peut, en tout cas... interopérer avec une approche peut-être un peu plus corporelle, je veux dire la méditation, le yoga, le ressenti, en tout cas, et en plus tu parlais d'alignement, donc souvent quand on parle d'alignement, c'est la tête, le cœur et le corps. Comment est-ce que ça peut s'interfacer avec ces autres approches? En fait, la systémie prend en compte, on va dire, ce que chacun donne au système et la manière dont il impacte. Donc effectivement, il impacte avec des mots, évidemment, il impacte avec des émotions. Vous avez quelqu'un qui est en colère contre vous, vous n'allez pas réagir de la même manière que quelqu'un qui est triste en face de vous, ou que quelqu'un qui a peur en face de vous, ou que quelqu'un qui est joyeux. Donc forcément, cette personne va avoir une influence sur vous. Et sur le corporel, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui a une posture... assez recroquevillé dans son coin, qui regarde pas les gens dans les yeux, ça va vous faire réagir d'une certaine manière. Et en revanche, si vous avez quelqu'un qui est beaucoup plus, on va dire, qui a un regard plus franc, qui a un grand sourire, faites le test. Allez à la boulangerie,
demander un croissant avec un grand sourire, etc., vous allez avoir le principe de co-influence, c'est-à-dire que vous allez influencer l'autre à vous faire un grand sourire. Et à contrario, si vous arrivez de manière un peu rapide, pas très polie, probablement que vous allez avoir la même chose en face. Donc finalement, par rapport à ce que tu dis, Romain, on peut aussi jouer beaucoup avec le corporel. Tu parlais de méditation, de yoga, donc on va parler beaucoup d'apaisement, de stress, et donc ça, chez les dirigeants, évidemment, c'est quelque chose qui est assez important. À titre personnel, moi, j'utilise assez peu parce que je suis assez peu connaisseur des sujets, même si j'ai quelques notions. Et donc, quand j'arrive à ces sujets-là, surtout, je réoriente vers des personnes qui connaissent mieux que moi. Mais effectivement, quand vous avez quelqu'un d'apaisé en face de vous, vous êtes beaucoup plus apaisé. Quelqu'un qui est disponible, vous êtes beaucoup plus disponible. Et effectivement, ça peut aller dans dans tout ce qui est corporel, tout ce qui est gestuel. D'ailleurs, il y a un TED qui est, je crois que ce TED, alors j'ai complètement oublié le nom de la personne, qui est pourtant hyper intéressante, et je crois que le TED a été décrié en plus, donc bon, cela dit, le TED est très intéressant, ça doit être un des 25 TED les plus vus, où il y a une chercheuse qui parle de l'impact du corps, même sur l'émotion et la cognition, donc sur soi déjà, quand on se met en position. Alors je crois que ce qu'elle dit, c'est qu'avoir un rendez-vous, c'est pas mal de se mettre en position de Superman, parce que quand vous êtes en position de Superman, vous, ça vous donne beaucoup de confiance, mais c'est surtout que la position de votre corps va beaucoup influencer les personnes avec qui vous êtes, et donc forcément, on va influencer le système, et puis va permettre d'envoyer des ondes. Alors, c'est pas comme ça que ça s'appelle. Les puristes de systémie vont me crier dessus, mais on peut parler une forme d'onde qu'on transmet, donc avec ce qu'on dit, avec ce qu'on ressent bien sûr, et puis avec ce qu'on fait. Je crois que tu l'as dit, Julien. Moi, ce qui est très important, et donc tu l'as dit dans le livre, il y a pas de recette magique pour entrer en relation. On dit souvent que tout part de soi, en tout cas, et tu viens de le décrire, l'état émotionnel dans lequel je suis, la position de mon corps, ce que je viens de vivre influence et impacte évidemment la manière dont je rentre en communication avec l'autre, et donc ce que tous les deux on va réussir à produire, et donc ce qui va se refléter dans le monde extérieur, qui vient lui-même m'impacter, et on entre soit dans un cercle vertueux, soit dans un cercle plus vicieux. En quoi est-ce que c'est un sujet vraiment important aujourd'hui dans le monde qui est le nôtre, qui est, tu l'as dit en introduction, de plus en plus polarisé, où presque parfois on a l'impression qu'il n'y a plus de relations, ou que les relations, ou le entrer en relation se fait de manière compliquée ou agressive, ou voilà. Moi, j'ai la conviction qu'on est chacun responsable de cela, et à la fois, quand on est pris dans les pensées automatiques, dans le quotidien qui va à toute allure, c'est parfois extrêmement compliqué de pouvoir faire le chemin serein vers l'autre. Donc, même sans recette magique, évidemment, mais est-ce qu'il y a quelques clés, quelques éléments que tu proposes, ou dont tu as été le témoin, qui peuvent fonctionner pour chacun? Alors effectivement, comme tu l'as dit, il n'y a pas de recette magique, parce que moi j'ai la conviction très forte que chacun voit le monde à sa manière, avec qui il est. Et donc le qui il est vient du parcours, vient de l'éducation, il y a une partie d'ADN probablement, vient de la culture, etc. Et que finalement, et donc ça c'est une approche, l'approche constructiviste, c'est que sur lequel se base aussi beaucoup la systémie, c'est de se dire que, et ça c'est une phrase que j'adore, c'est que tout le monde a raison dans sa réalité. Et je trouve que on ne prend pas assez le temps, et je répète parce que je trouve que c'est une phrase qui est vraiment fondamentale. Tout le monde a raison dans sa réalité, donc même mon voisin, même mon collègue, n'importe qui, même des personnes donc sociétalement qui ne partagent pas nos avis, compte tenu de leur réalité, ils ont raison pour eux.
Et probablement que si j'avais la même éducation, que si j'étais né au même endroit, si j'avais les mêmes parents, si j'avais les mêmes gènes, etc., probablement que je penserais pour eux. Et je pense que ça, c'est déjà un premier point qui est extrêmement important, c'est-à-dire que dès lors que j'accepte que l'autre puisse penser ce qu'il pense, déjà je vais être apaisé. C'est pas pour ça que je suis d'accord, j'ai le droit d'avoir mes opinions, bien sûr, qui comptent bien, mais déjà de se dire que ma vérité, mes opinions, mes croyances ne sont que mes croyances à moi, qui sont pas donc mes croyances à moi, c'est pas celles de Romain, c'est pas les tiennes, Lucie, ce sont les miennes. Elles valent ce qu'elles valent et elles ont forcément, pour moi, c'est fondamental parce que les croyances, c'est ce qui permet de structurer mon monde. Maintenant, ce ne sont que mes croyances. Et quand on comprend ça, on évite un petit peu les réalités absolues en se disant, lui, alors il y a une super anecdote sur le respect. J'ai entendu ça d'un de mes collègues qui était formateur et qui a été formé dans un pays d'Afrique du Nord. Je crois que c'était au Maroc. Alors moi je connais pas très bien ces cultures, mais voici ce qui m'a rapporté. Il me dit c'est dingue, là-bas ils sont pas du tout respectueux parce que quand ils arrivent en retard dans la formation, non seulement ils arrivent en retard, mais bon ça arrive à n'importe qui. Non seulement ils arrivent en retard, mais en plus ils arrêtent la formation et ils viennent me saluer. Donc ils arrêtent la formation de tous ceux qui sont arrivés à l'heure et ils viennent me saluer pour me dire bonjour. Donc je trouve ça complètement irrespectueux parce que quand même quand on est en retard, on arrive en catimini, on se met au fond et on dit rien. Sauf que dans cette culture-là, c'est beaucoup plus important de dire bonjour que d'arriver à l'heure, en fait. Donc, et je trouve que cet exemple, il est assez beau dans l'idée que ma réalité, c'est ma réalité, et toutes les notions, et je pense que c'est ça aussi ce qui peut rendre les choses un peu problématiques, c'est que toutes les notions de liberté, respect, courage, bienveillance, tout ce qu'on entend partout à droite et à gauche, sont pas vécues de la même manière des uns et des autres, et donc il n'y a pas d'absolu. Et le respect, pour reprendre cet exemple-là, le respect, c'est à la fois de se mettre au fond de la pièce pour certaines personnes, à la fois c'est dire bonjour pour d'autres, et il y a plusieurs types de respect. Et donc c'est pas parce que mon collègue est passé devant moi dans le bureau et qui m'a pas dit bonjour, qui me respecte pas ou qui m'aime pas. C'est juste que dans sa réalité aujourd'hui, alors en plus il lui est peut-être arrivé quelque chose, il a sa propre réalité. Donc ça, c'est la première chose qui est hyper importante. Et la deuxième, du coup, c'est de se dire que la manière dont moi j'impacte le monde et dont je souhaite impacter le monde avec qui je suis ne peut ne pas être interprété de la même manière par la personne en face. Et donc à partir de là, on se rend compte que ma réalité, ça n'est que la mienne, la réalité du voisin, c'est la sienne, et que du coup, moi, quand je comprends ça, je suis beaucoup plus apaisé parce que je peux comprendre ce qui l'amène à faire ce qu'il fait. Enfin, pour ce sujet-là, c'est aussi de se dire que chacun fait du mieux qu'il peut. C'est-à-dire que si je vais voir mon manager et qui me crie dessus, le fait de me crier dessus, effectivement, c'est intolérable dans une entreprise. Il faut pas qu'il le fasse. Maintenant, c'est la meilleure défense qu'il a réussi à trouver à ce moment-là. Pour faire face à la situation dans laquelle il était. Probablement qu'il avait beaucoup de stress, il a peut-être aussi des sujets familiaux, peut-être que je suis arrivé avec mon document à relire au mauvais moment, et la meilleure chose qu'il ait réussi à faire, c'est-à-dire qu'il a été dans l'incapacité de faire autre chose, c'est-à-dire de prendre sur lui, d'être gentil, d'être patient, etc., c'est de me crier dessus. Donc ça veut pas dire que c'est OK, ça veut pas dire que c'est acceptable, mais je comprends que à la base, il n'y a pas de mauvaise intention. Et ça, je pense que c'est aussi une clé qui est hyper, en tout cas quand je fais des formations ou quand je fais des coachings, qui est hyper importante, c'est de se dire que, alors évidemment, il y a des gens mal intentionnés, mais en vrai, quand on fait vraiment le compte autour de soi, ça court pas les rues, et qu'il y a beaucoup de maladresse, beaucoup d'agissements qui sont faits bien malgré nous, et que c'est vrai que quand moi je m'énerve contre mes enfants, j'ai pas envie de leur faire du mal et de m'énerver contre les enfants. C'est le meilleur truc que j'ai trouvé à ce moment-là, parce que j'ai pas dormi depuis quelques nuits, donc c'est la seule chose que j'ai réussi à faire. Mais il n'y a pas une mauvaise intention. Et donc quand on comprend que la réalité de l'autre vaut autant que la mienne, et qu'il n'y a pas de mauvaise intention, déjà je suis un petit peu apaisé. Et pour répondre à ta question, comment on peut l'utiliser concrètement, quel truc on peut avoir, la première chose, c'est de se dire
de regarder la relation, de prendre un petit peu d'impact et de se dire cette relation ne fonctionne pas, et plutôt que de dire que l'autre c'est un con ou qui me respecte pas, etc., c'est qu'est-ce que moi je fais pour nourrir cette situation, parce qu'il y a forcément quelque chose que je fais qui autorise l'autre, qui permet à l'autre de faire ce qu'il fait et de rendre la relation difficile. Un exemple par rapport à ça, c'est de se dire que si j'autorise mon manager à me bypasser et à parler à mes collaborateurs tout le temps sur tous les sujets, je peux dire je fais rien, il me bypass. Non, en fait, si je lui dis jamais rien, si je montre pas que ça me convient pas, faut pas présupposer du bon sens des gens, et à ce moment-là, lui, ils se rendent pas forcément compte que c'est mal ce qu'il fait, et donc on a aussi notre responsabilité là-dedans. Donc, s'observer soi-même, ça c'est hyper important, et puis choisir où mettre son énergie. Ça c'est encore un autre élément, c'est de se dire finalement le changement, pour faire changer une situation, c'est beaucoup d'énergie. On a tous donc je pense aussi que c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne prend pas le temps d'écouter les gens, qu'on ne prend pas le temps de respecter les gens, c'est qu'on a tous des vies à 100 à l'heure dans lesquelles on est submergé d'informations, donc on prend pas ce temps-là, donc on n'a pas forcément de l'énergie de changement, et on n'a peut-être pas forcément envie non plus, pas toujours. Et donc l'idée c'est de se dire mon énergie est pas limitée. Si je veux faire changer quelque chose, ça va me coûter de l'énergie, donc il faut que je choisisse mes combats et que je choisisse où est-ce que je vais mettre mon énergie. Et puis après d'accepter tranquillement les changements lents. Et ça c'est encore une difficulté de l'époque, c'est-à-dire qu'on veut que tout aille hyper rapidement et que ce soit résolu en un fragment de seconde. D'ailleurs, moi, je prends beaucoup de temps à freiner les personnes que j'accompagne, en disant oh là là, c'est pas encore le moment, etc., de façon à mettre petit à petit, changer petit à petit, trouver le tipping point et changer petit à petit les éléments. Mais ça, on peut le faire aussi soi-même, sur des situations qu'on peut trouver soi-même. Mais les changements lents, ça évitera aussi donc de s'essouffler. C'est comme là, on va arriver en début janvier. On va tous vouloir se mettre au sport et aller à la salle de sport. C'est hyper bien de se mettre à la salle de sport. Sauf qu'à un moment, si j'ai jamais fait de sport et que je vais 3 fois par semaine à la salle de sport, le changement est un peu trop dur pour moi. C'est-à-dire que ça me demandait beaucoup d'énergie physique parce que c'est du sport, mais même de l'énergie d'organisation, de l'énergie par rapport à mon travail, par rapport à ma famille, etc. Et donc la clé, c'est de faire des changements lents, des petits changements, de manière à ce que je puisse les tenir longtemps. Et si je fais du sport 3 fois par semaine, il y a fort à parier que dans ma famille ou à titre perso ou peut-être à titre professionnel, mes collègues peut-être comme j'y vais 3 fois le midi me disent mais pourquoi tu t'es mis d'un coup à aller 3 fois le midi, tu viens plus déjeuner avec nous. Si je vais le matin, on va me dire mais tu t'occupes plus des enfants et du petit dernier qui a juste 1 ou 2 mois, t'es toujours parti à faire du sport, et donc on risque aussi d'avoir une résistance de l'environnement. Donc voilà, donc les clés pour résumer tout ce que je raconte, si j'arrive à le faire, c'est que tout le monde a raison, chacun a raison dans sa réalité, donc je respecte la réalité des autres. Mon avis, il vaut pas mieux que l'autre, même si j'ai le droit d'avoir les opinions. La clé, c'est vraiment de s'observer dans la relation, avec des grilles de lecture, bien sûr, qu'on retrouve dans le livre. Et puis choisir mes combats et choisir où mettre mon énergie, et que parfois il y a des situations dans lesquelles c'est pas le moment de mettre son énergie, et puis on attend et on passe au suivant. Ouais, ce que tu dis, Julien, c'est que chacun des acteurs, enfin chacune des personnes en fait est actrice de la convergence des réalités. C'est ça, c'est comment est-ce que je peux faire converger nos réalités. Et tu l'as dit, prendre le temps, choisir ses combats, mettre son énergie, etc. C'est dans ton travail de coach, et notamment sur les coachings d'équipe, quelles sont les bonnes pratiques que tu observes sur des équipes qui sont relationnellement matures? Il y a plusieurs bonnes pratiques. La première à laquelle je pense, c'est la responsabilisation des uns et des autres, c'est-à-dire que les personnes se rendent compte qu'elles ont tout un rôle dans la maturité de l'équipe, un rôle à jouer. Ça, pour moi, c'est fondamental, parce que tant qu'on dira c'est de la faute du directeur financier qui fait jamais rien, c'est de la faute du CEO qui nous écoute pas, c'est de la faute de ci, la faute de ça,
on donne le pouvoir aux autres et on oublie que nous-mêmes, dans la maturité relationnelle et donc la maturité des équipes, on a un vrai rôle à jouer. Et ça, je dirais que c'est quasi le premier point. Le deuxième, c'est quelque chose dont j'ai parlé, c'est le respect des opinions des uns et des autres. C'est-à-dire que je suis pas forcément d'accord, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis, c'est un gros mot, mais mais c'est pas grave, je l'aime bien. C'est le fait de méta-communiquer, c'est-à-dire que les équipes qui sont matures arrivent à communiquer sur la manière dont elles communiquent. C'est-à-dire que à un moment, c'est de se dire, quand une réunion traîne, plutôt que de faire des jeux de rôle, tourner, plutôt que d'être sur son téléphone, d'attendre et de râler et de pester après, parce que finalement, dans cette entreprise, il y a beaucoup trop de réunions et on n'en peut plus, etc. C'est de méta-communiquer en se disant, et d'ailleurs, moi, je le fais beaucoup en coaching quand j'accompagne et les équipes d'ailleurs et individuellement. D'ailleurs, je vais même vous donner un exemple concret quand j'ai accompagné des équipes, c'est que voilà, on se voit tous les mois, on se voit une journée tous les mois, et puis au bout de, j'ai une équipe récemment, au bout de 3-4 sessions, ça commence voilà, l'effet commence à se ralentir, et donc méta-communiquer, c'est de se dire écoutez les gars, moi je vois que vous êtes moins dans l'activité. Je sais pas si c'est intéressant pour vous aujourd'hui. D'ailleurs, je vois que vous deux là-bas, vous discutez beaucoup. Du coup, moi, j'ai aussi du mal à me concentrer et apporter quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que finalement on continue comme ça parce que ça vous va et peut-être que moi je me trompe? Est-ce que au contraire, c'est le moment d'arrêter l'accompagnement, c'est le moment de mettre une pause? Mais en tout cas, ce qui est hyper intéressant, c'est de communiquer sur la manière dont on communique. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Et donc, ça suppose aussi une dernière qualité qui est l'assertivité, c'est-à-dire, encore une fois, un gros mot de coach, mais globalement, c'est de pouvoir aussi dire les choses, c'est-à-dire que j'ai l'espace pour m'exprimer dans ces équipes matures, c'est que je puisse dire quelque chose et que je puisse dire quelque chose qui me concerne, quelque chose que je ressens ou quelque chose que je pense, dans le respect des autres, et qui puisse être accueilli, accepté ou pas, après c'est une autre chose, mais qui puisse être accueilli. Donc finalement, si je me sens responsable du rôle dans l'équipe, je peux aussi arriver à connaître mon impact, à méta-communiquer sur ce qu'il y a, et si je communique de manière assertive, c'est intéressant. Après, évidemment, on peut citer plein d'autres choses comme la bienveillance, le respect, la liberté, etc. Mais je trouve que c'est les 3 ou 4 éléments qui sont, en tout cas les 3 ou 4 éléments auxquels je pense aujourd'hui, intéressants dans les équipes matures, et notamment le fait que chacun prenne son rôle dans l'équipe. Et selon toi, Julien, ce temps de méta-communication par rapport au temps de production et de travail, c'est quoi? C'est du 1 pour 1? Est-ce qu'il y a une proportion à respecter? Ou encore une fois, comme il n'y a pas de recette, mais miracle magique, mais dans ce que toi tu observes, dans les équipes qui sont fortement fonctionnelles et relationnelles, c'est quoi le temps qu'ils passent justement à travailler sur cette façon de communiquer? Ce qui est sûr, c'est que du 1 pour 1, si on commence à passer notre temps à réfléchir à comment on parle ou comment on agit plutôt que d'agir, là, on arrive à quelque chose qui sera peut-être très fonctionnel d'un point de vue relationnel, mais qui sera pas très efficace pour l'entreprise. Non, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est du coup de se garder des moments de spontanéité, et donc des espaces de spontanéité régulièrement pendant les réunions quand ça arrive. Après, ce que font les équipes qui marchent bien, c'est de se garder un temps, donc c'est de tester quelque chose sur lequel ils se sont accordés en disant il y a quelque chose qui est très chouette, par exemple, c'est la réunion déléguée, qui est un concept assez chouette, qui donne un rôle à chacun. Donc il y a quelqu'un qui s'occupe de mener la réunion, il y a un autre qui s'est occupé de faire toute la logistique de la réunion, il y a une autre personne qui prend les comptes rendus, il y a une autre personne qui fait pouce décision, une autre personne qui fait gardien du temps, etc.
admettons qu'on décide de mettre ça dans notre comité de direction ensemble, c'est de se dire peut-être au bout d'un mois, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, se faire un petit point en disant comment est-ce que ça marche pour chacun d'entre nous, est-ce que chacun y trouve son compte et comment est-ce qu'on ajuste. Donc ce que je dirais pour répondre à ta question de manière assez concrète, c'est que peut-être lorsque l'on met quelque chose de nouveau en place, se laisser un petit peu de temps d'expérimentation de cette chose nouvelle, donc 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc si c'est des réunions d'équipe, on va dire par semaine, c'est peut-être attendre 1 mois avant de faire le point. Si c'est des codir tous les mois, peut-être attendre 2 ou 3 sessions avant de faire le point. Créer ce point-là, en fait, et vraiment de se dire, et pas un sujet business, mais comment est-ce que ça fonctionne entre nous ? Est-ce que ça marche bien ? Qu'est-ce qu'on peut changer et mettre en place ? Et puis une fois qu'on commence à trouver un équilibre, c'est peut-être espacer ces temps d'échange sur la métacommunication par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que les entreprises sont changeantes, les gens sont changeants, les rôles sont changeants, et donc c'est des choses qu'il faut absolument faire comme une sorte d'amélioration continue, comme ça se fait dans l'industrie, où on va essayer de chercher toujours à améliorer les choses, et surtout à regarder avec une forme d'objectivité ce qui marche pas. Et à la fois, évidemment, nous, on a un rôle dans ce qui marche et ce qui marche pas lorsqu'on est dans le comité de direction, mais parfois, c'est juste pas le modèle qui est adapté au comité de direction. Et puis, finalement, on trouve un autre modèle et c'est pas grave. Et c'est pour ça que moi, j'aime pas trop donner des choses toutes faites. Je vous parle de la réunion déléguée là, mais peut-être que ça marcherait très bien pour certains types de comités de direction, peut-être pas du tout pour d'autres. Ça va dépendre vraiment des cultures. Mais l'idée, c'est de tester quelque chose. Voilà, on regarde ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné. On essaie d'ajuster. On change même complètement, c'est pas grave. Et il y a une forme de test and learn, et surtout intégrer le fait que c'est du test and learn, et que du test and learn continu et même quelque chose qui fonctionne. Mais ça, c'est comme quand on est entrepreneur, on a lancé quelque chose qui fonctionne, ça va fonctionner 3 mois, 6 mois, 1 an, et puis hop. Le contexte change, personnel, extérieur, intérieur, économique, que sais-je. Et donc, faut se réadapter. Et donc, faut trouver ce temps-là. Donc, c'est ça que je dirais, au fait. Pas du 1 pour 1, évidemment non, mais, pardon, tous les mois quand il y a une régularité au démarrage, et puis après, on espace tranquillement pour arriver à quelque chose de digeste aussi, parce qu'il faut encore une fois que ça s'intègre dans l'emploi du temps des uns et des autres. Et donc, de la persévérance. Faut pas lâcher. Et donc, faut pas lâcher. Alors, pas lâcher ce qu'on a mis en place, mais pas lâcher le fait qu'on continue à s'interroger sur ce qui fonctionne. Bien sûr. Exactement. Et c'est pour ça que c'est intéressant cette idée de persévérance, parce que si on met quelque chose de trop lourd, ça rejoint mon idée de changement lent. Si on met quelque chose de trop lourd, ça va être trop pénible à faire. Donc, si toutes les semaines, vous calez une demi-journée pour réfléchir à la manière dont vous fonctionnez avec vos équipes, etc., c'est beaucoup trop lourd. C'est-à-dire que vous aurez toujours des urgences, des choses à faire, et vous n'allez jamais tenir quelque chose. Donc ça aussi, c'est du test and learn à faire. C'est comment est-ce que on peut métacommuniquer, ou en tout cas réfléchir à la manière dont on fonctionne en amélioration continue. Et même ça se teste au fait. C'est-à-dire qu'est-ce qui va être pas trop lourd et qu'on va pouvoir tenir dans le temps. C'est pour ça que toutes les semaines, à un moment, se dire, non, moi, je suis beaucoup trop chargé, ça tiendra jamais. En revanche, peut-être tous les mois ou tous les 3 mois. Et tous les 3 mois, c'est peut-être suffisant, c'est mieux que rien. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et si on n'a pas tenu notre réunion d'amélioration continue, pareil, on se réinterroge et on se dit, peut-être que le matin, c'était pas sympa. Et puis peut-être que ça nous embête de faire de l'amélioration continue. Peut-être que le vendredi matin, c'est un meilleur jour, et peut-être que si on emmenait des croissants, ce serait plus sympa, et peut-être que si, et ainsi de suite, et c'est comme ça qu'on construit. Et c'est comme ça qu'on devient persévérant, c'est-à-dire qu'on tient le sujet longtemps. Et c'est la même chose que le sport. Commencer tranquillement par courir 5 minutes par semaine en janvier, et augmenter petit à petit, et probablement qu'en septembre ou en novembre ou en décembre, vous serez toujours en train de courir par rapport à quelque chose où vous aurez été plus ambitieux. Et je sais que c'est hyper frustrant, parce que moi-même, ça me frustre beaucoup quand je me restreins un petit peu. Mais la clé, c'est la persévérance. Exactement. La consistance et la persévérance. Julien, moi, je voulais juste revenir, je fais un micro-retour arrière, mais tu as dit quelque chose qui me semble très important quand tu dis comprendre que chacun a sa vérité et que toutes les vérités finalement se vaillent en se plaçant d'un point de vue constructiviste. Et en fait, je pense que c'est pas évident dans l'héritage qui est le nôtre. Et
et je fais un petit clin d'œil à Olivier Frérot, si tu le connais, qui parle de la bascule civilisationnelle et donc de ce gros tipping point collectif qu'on est en train de vivre, où je pense que tout l'héritage qui est le nôtre cartésien, de l'hyper-rationalisation, de Galilée, tout se mesure et tout ce qui ne se mesure pas, on doit trouver un moyen de le mesurer, sinon ce n'est pas finalement notre réalité. Et donc, on vient, ces derniers siècles, on vient vraiment d'un héritage positiviste et pas constructionniste, si mes mots sont bons. Constructiviste, ouais. Constructiviste, voilà. Notre héritage, il est plutôt du côté de, il y a une vérité, puisque tout se mesure, puisque tout est forme de logiciel et que on peut tout coder en 0 ou en 1, il y a forcément une vérité à laquelle on doit adhérer. Et ce que tu proposes là, et là où tu mets vraiment le doigt, c'est justement ce changement de paradigme et ce changement de vision qui est essentiel pour pouvoir entrer en communication avec l'autre. Voilà, je voulais juste le souligner parce que c'est vraiment, je crois, quelque chose qui est pas évident, même si cette phrase-là, on la comprend, on la vit pas forcément au quotidien comme ça. Et je voulais savoir, toi, d'un point de vue personnel, pourquoi est-ce que tu es aussi attachée à cette communication, au fait de bien relationner? Et tu vois, est-ce que toi, tu as vécu des tipping points, ou est-ce qu'il y a des choses qui ont fait que tu t'es approprié ce sujet-là au point de vouloir accompagner les équipes, les dirigeants, les autres dans cette voie? Alors, juste pour reprendre cette idée c'est effectivement constructiviste, c'est vraiment pas simple toujours. Je suis absolument d'accord avec toi. Plus il y a, en plus, il y a l'impact religieux dans lequel il y a un absolu. D'ailleurs, c'est pour ça que Platon a réussi à tenir dans le temps, parce que il était assez en phase avec une approche religieuse qui était le monde des idées de Platon et le monde absolu. Donc c'est vrai que c'est assez difficile. D'ailleurs, même c'est pas forcément valorisé quand on n'a pas d'avis dans la société. Moi, il y a plein de moments où j'ai absolument pas d'avis. Et c'est vrai que je me fais un peu, pas conspuer, mais on me dit mais j'ai pas de personnalité, j'ai pas d'avis, etc. Donc c'est quelque chose qui est pas très valorisé. Maintenant, ça permet aussi de se dire que quand je discute avec quelqu'un, c'est pas forcément pour ma posture n'est pas forcément pour avoir raison, puisque je m'en fiche un peu d'avoir raison, puisque chacun a raison dans sa réalité, mais c'est plutôt de m'enrichir et de me dire comment est-ce que je peux faire évoluer ma réflexion sur tel ou tel sujet. Pour répondre à donc voilà, donc c'est pas facile. Et puis même moi qui suis dedans tout le temps, bien sûr, comme tout le monde, je me prends un peu les pieds dans le tapis. Parfois, je me surprends à me dire mais c'est pas comme ça, c'est comme ça. Donc c'est vraiment l'injonction de la vérité. Mais on a grandi comme ça. On est comme ça, et puis ça va être un changement qui va être progressif. Mais moi, je vous assure, c'est très apaisant sur pas mal de choses quand on arrête de se battre. Quand on arrête de penser que nos opinions c'est notre personnalité, et que finalement quand on est en dîner de famille et qu'on pense A et que l'autre pense B et qu'on n'a pas réussi à prouver son opinion, on est à moins que rien, on n'arrive pas, etc. Quand on a dépassé un petit peu tout ça, c'est vrai que ça donne un petit peu plus d'apaisement. Pour répondre à ta question sur le côté relationnel et comment ça s'est passé, je sais pas si j'ai eu un vrai tipping point. J'ai eu plusieurs moments qui m'ont peut-être fait réfléchir. Moi, j'ai toujours eu une sensibilité à ça, mais on va dire assez naturelle. Alors si on retrace le fil, peut-être voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille très aimante dans laquelle on communique beaucoup, etc. Donc j'ai eu de bonnes bases là-dessus, et donc ça c'est vraiment une chance. Mais là où je me suis rendu compte que c'était hyper important, c'était que plusieurs fois, et déjà quand j'étais adolescent, j'avais beaucoup de difficultés je pense que ça vient à la base, au fait, et j'y réfléchis maintenant en échangeant. Merci, c'est le haha moment.
Je pense que ça vient de ma difficulté à être trop figé dans une opinion, dans l'autre opinion, et c'est même pas. Je pense que maintenant c'est une volonté de pas le faire, mais je pense qu'à un moment ça a été compliqué pour moi de me positionner, de trancher, peut-être parce que je voulais pas tout simplement décevoir, ou en tout cas que je voulais respecter l'opinion de l'autre. Les moments où ça a été quand même assez intéressant pour moi, c'est que j'ai fait beaucoup de jobs dans lesquels il y avait de la relation. Donc j'ai été agent immobilier à New York. J'ai dans mes métiers, dans l'immobilier aussi, j'ai fait pas mal de relations, et notamment il y a eu un moment où ça a été assez clé pour moi. Et on parlait de posture, même physique et tout ça tout à l'heure, et je me suis rendu compte que c'était vraiment un levier très important. C'est que pendant que j'étais dans ma dernière entreprise, je gérais un chantier. Et donc j'en avais jamais trop fait avant, ce type de chantier, et donc j'allais aux réunions de chantier, et donc moi j'étais le maître d'ouvrage. Donc le maître d'ouvrage, c'est celui qui paye le chantier, mais finalement qui décide le produit en général, mais qui a évidemment pas trop de connaissances techniques. Et donc j'étais en face de personnes, donc j'avais un cureur des amianteurs, j'avais quelqu'un qui faisait de la clim, de l'élec, du second œuvre, j'avais des gens vraiment très très compétents. Et à un moment, moi je suis arrivé avec une posture, puisque j'avais du mal à me positionner, de sachant. C'est-à-dire que écoutez, il y avait un peu d'ego probablement, mais je suis arrivé, j'étais assez sachant, donc posture assez haute, et donc il m'expliquait les choses et je donnais des avis alors que je n'y connaissais rien, et qu'à chaque fois qu'il m'expliquait quelque chose, je faisais semblant de comprendre. Mais c'était quand même la lutte, c'est les réunions de chantier régulièrement, ça me prenait beaucoup d'énergie, et finalement j'avais une forme d'insatisfaction personnelle profonde, parce que je me faisais balader. D'ailleurs, j'ai lié d'amitié avec une des personnes, avec une des personnes qui était dans le chantier, qui m'a dit effectivement, pendant longtemps on t'a baladé. Et à un moment, j'ai décidé de changer de posture. Donc je pense que c'était à peu près au moment où j'étais en train de me former à tout ce qui était coaching, etc. Et je me suis dit, je vais changer de posture et je vais dire que j'y connais rien. Et donc je vais même faire des blagues dessus. Et donc un jour, je suis arrivé et j'ai dit, maintenant, je suis pareil comme ça, mais c'était pas très loin de ça, en disant, vous savez très bien, un maître d'ouvrage, ça comprend rien à ce que vous faites. Donc là, j'ai vu les sourires en phase 2, parce que ça faisait 3 mois que je faisais semblant de comprendre ce qu'ils faisaient. Mais peut-être que vous pouvez m'expliquer du coup comment ça fonctionne. Alors du coup, qu'est-ce que ça a fait? Donc co-influence, systémie, etc. Qu'est-ce que ça a fait? Ça les a beaucoup valorisés, et surtout ils ont commencé à m'expliquer des choses. Et donc là, après, on y va de son bon sens, et on y va quand même de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît. Et donc j'ai pu énormément challenger ce qu'ils ont pu me proposer. Et donc à ce moment-là, c'est un petit événement, c'est pas grand-chose, mais je me suis dit, il y a un vrai pouvoir dans la relation. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le chantier a pris une autre direction, vraiment une autre tournure. Moi, j'ai acquis vraiment une posture différente. J'ai pu mieux gérer le chantier. J'ai pu agir plutôt que subir, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, et on a pu faire quelque chose de super chouette. Et je me suis dit, finalement, la relation, c'est génial, parce que quel que soit le sujet, il y a toujours un sous-jacent relationnel. Et si j'arrive à mieux maîtriser ça, ou en tout cas mieux impacter ça, je peux essayer d'en faire quelque chose. Donc, je pense à ce moment-là, il y en a peut-être eu d'autres, mais en tout cas, ça a été assez fondateur pour moi, en me disant de quelque chose qui semblait absolument perdu, où je me faisais complètement balader, en allant vers une position qui est pas qui est pas naturel, de se dire que tiens, je vais changer de position en me disant que j'y connais rien pour pouvoir reprendre un peu de pouvoir là-dessus. Je me suis dit qu'on pouvait mettre en application des stratégies relationnelles. Et après, c'est vrai que j'ai retrouvé ça dans des négociations. Un autre exemple que j'ai par rapport à ça, pourquoi c'est intéressant de comprendre les réalités des autres, c'est que un jour j'étais sur la vente d'un gros immeuble, ça devait faire une centaine de millions d'euros, et on est en négociation un peu ardue avec la personne qui souhaitait l'acheter. Et puis à un moment il dit nous on a un problème parce que l'immeuble n'est pas sécurisé, n'est pas suffisamment sécurisé pour nous. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait des études dans tous les sens pour mieux sécuriser l'immeuble. Donc on essaie de réfléchir à changer les verres au rez-de-chaussée. On va mettre des systèmes de sécurité sur le toit. Et puis c'est pas des caméras, c'était des systèmes de sécurité à 10, 50 ou 100 000 euros. Enfin en tout cas, je crois que le devis, on était à 300 ou 400 000 euros de devis pour pouvoir travailler quelque chose avec eux. Et finalement, mon directeur a eu cette idée géniale de se demander, mais
c'est quoi pour vous, au fait, la sécurité de l'immeuble? À quoi ça correspond? Et au fait, on s'est rendu compte que c'était juste la porte de parking qui était pas suffisamment, dans lequel il manquait une caméra, en fait. C'était ça pour lui, la sécurité de l'immeuble. Et donc ça, pareil, si j'arrive à comprendre la réalité de l'autre, alors j'arrête de m'épuiser à faire des tas de choses, et surtout, ça me permet aussi d'avoir peut-être plus de pouvoir, plus de stratégie, mieux mettre mon énergie, enfin tout ce que je vous raconte depuis le début, et donc d'être meilleur à la fois d'un point de vue opérationnel dans ce que je veux faire, mais même aussi plus apaisé dans ma vie au général. Donc voilà, c'est les deux éléments, on va dire professionnels qui me parlent par rapport à ta question. Super. Julien, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter sur cet ouvrage? Non, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que on a vraiment voulu faire quelque chose accessible tout public. Donc effectivement, moi j'ai beaucoup parlé d'entreprise parce que c'est plutôt mes clients. L'idée de cet ouvrage, c'est que c'est vraiment un ouvrage tout public. Et vraiment l'intention, c'est de à la fois faire réfléchir, donner quelques clés, et puis aussi faire sourire. Donc c'est un livre qui se lit pas forcément dans l'ordre. Il y a pas mal de clés, et l'idée c'est de trouver des choses qui vont permettre de s'identifier ou pas. C'est quelque chose qui se lit assez vite, et puis voilà, moi l'idée de ça aussi, c'était de mettre ma petite pierre à l'édifice dans le fait que et permettre aux personnes de mieux se comprendre. Alors c'est sûr que vous n'allez pas mieux vous comprendre absolument avec ce livre, mais c'est peut-être un peu un tipping point, on espère, un point de démarrage par rapport à ça. Et en tout cas, c'est un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, même si c'est l'écriture d'un livre, on n'était pas rendu compte, mais c'était plus ardu que ce que je pensais, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. On a beaucoup rigolé avec Frédéric pour l'écrire, parce qu'on va vraiment essayer de faire quelque chose d'assez léger. Donc voilà, donc on espère qu'il plaira au lecteur, mais je pense qu'on a à peu près fait le tour de la relation et en tout cas des sujets du livre. Bon, en tout cas, moi, je te confirme que j'ai pris aussi beaucoup de plaisir. Enfin, on a pris beaucoup de plaisir à le lire. Moi, j'ai trouvé très agréable, en fait, de pouvoir passer de chapitre en chapitre et pouvoir y revenir. On n'est pas obligé de le lire dans l'ordre, comme tu disais tout à l'heure. C'est très concret. Il y a une pointe d'humour et c'est très agréable. Chose sympa, c'est qu'il y a un peu de théorie. Moi, j'avais beaucoup aimé un livre d'Olivier Bas qui s'appelle Like ton job. Et ça ressemble un peu dans le format, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque chapitre, on retrouve un peu de théorie et vous nous permettez d'aller un peu plus loin avec des épisodes de podcast que vous avez enregistrés, avec des articles que vous avez écrits via un QR code. Donc c'est très très sympa, c'est un super livre de chevet, si je peux. En tout cas, moi je le mettrai sur mon chevet pour pouvoir le lire. Donc très très agréable et une chouette lecture. Ok, c'est sympa, merci beaucoup. Et moi, je voulais te remercier, Julien, pour ce petit temps ensemble, parce que le sujet que tu abordes dans ton livre, mais avec nous aussi sur le podcast, celui de la communication, mais en fait de la relation à l'autre et de la relation à soi finalement, ce sont des sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur avec Romain. On construit rien sans ça, c'est un peu le point de départ, et comme tu le disais, tu espères que ce sera le point de départ pour ceux qui le liront, et à la fois c'est le point de départ d'un chemin où il n'y a pas vraiment de point d'arrivée, si je peux le dire comme ça, parce que on a toujours à découvrir sur soi, sur l'autre. Il y a des moments où on a l'impression d'être serein dans la relation, dans les relations, et d'autres moments où on n'y arrive plus du tout et on se l'explique pas, où on a l'impression de faire des retours arrière. Et c'est comme ça, et c'est la vie. Et à la fois, c'est un sujet qui est tellement, pour moi, porteur ou vecteur de paix. Je crois que la paix, elle passe fondamentalement dans la capacité à bien relationner, à ouvrir des espaces de dialogue où chacun puisse s'exprimer, ou choisir de ne pas s'exprimer, mais en tout cas, comme tu disais, ne pas remettre son pouvoir dans les mains de l'autre en lui abandonnant tous les torts ou toute la relation. Voilà, merci d'avoir pris le temps de partager.
Et puis on mettra bien entendu tous les petits liens pour que chacun puisse trouver le livre s'il le souhaite. Merci beaucoup Julien pour ton temps. Merci Julien. Merci beaucoup. À bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt.